Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va tourner la page, mais des livres, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Lelibou. Bonsoir Jesmi. Bonsoir Alain Bled. Bonsoir Jesmi. Bonsoir Alain. Bonsoir Koulsoum. Comment allez-vous ? Ça va bien. Donc aujourd'hui on reçoit Alain Bled qui vient de sortir son nouveau roman Rue des 40 euros. Alors Alain Bled, c'est un personnage que l'on ne présente plus puisque depuis son arrivée en 1974 à La Réunion, il s'est impliqué dans la vie littéraire. 1977, premier prix de la poésie française, oui, avec c'était l'ADER. Un concours du crack, mais c'est vieux tout ça. Oui, ben oui. Et en 82, donc c'est le début de la presse écrite, la radio, les sketchs, le théâtre, le ciné, parolier. C'est pour dire que voilà, vous avez quand même un grand passé de littérature derrière vous. Oui, et la littérature, disons au long cours, donc des romans, j'ai pas eu le temps jusqu'à il y a quelques années en fait. Ben oui, puisque il y a tellement de passion, même à l'arrivée à la retraite, que j'ai pas réussi à écrire un bouquin complètement. Oui, parce que parallèlement, vous travaillez en agence de voyage. Agence de voyage. Donc là, vous n'avez pas le temps, mais quand même, il y a certains écrits qui arrivent quand même. En 2014. Vous commencez les écrits longs et puis voilà. Vous publiez des études sur l'entomologie. Oui, 2014, en fait, c'était un e-book qui est sorti à Saline Édition, une petite maison d'édition donc de La Réunion. Et on n'en a pas du tout parlé parce que c'était très discret, un e-book oui. Sur une petite maison d'édition. J'avais fait ça avec Dominique Martiret, qui est bien connu pour ses écrits et ses photos naturalistes. Alors on a fait ça, voilà, ensemble. Et puis j'ai sorti un deuxième livre sur les insectes peu après chez Orphy également. Oui. Les insectes super-héros que là on peut trouver partout. Oui. Et donc là, vous venez nous voir avec... Je vous montre le dernier ouvrage... Rue des 40 euros. Alors déjà le titre en dit long et surtout sur la photo le panneau avec la jeune fille qui tient une culotte, je crois, ou un stretch. En fait, oui, elle tient sa petite culotte d'un côté, ses souliers à talons. Pas à la caméra, donc. J'avais pris la photo il y a très longtemps. Hein. D'ailleurs, ce panneau, il a tenu peut-être une semaine avant d'être tagué par quelqu'un apparemment de trop prude ou de jaloux, je ne sais pas. Et donc, mais c'est un panneau qui existait. Je pensais que vous avez dessiné dessus. Non, c'est pas moi. On ne connaît pas l'auteur. D'ailleurs, il a signé d'un pseudo quelconque. S'il est à l'écoute, d'ailleurs, on le félicite parce que c'était sur il n'a pas le droit normalement de taguer un panneau. Hein, mais enfin, là maintenant, ce panneau peut devenir un peu plus connu peut-être parce qu'à l'époque, il n'a pas fait long feu. Hein. Alors, j'ai trouvé ça génial ce panneau. Et puis des années après, quand j'ai finalement décidé de faire le livre, j'ai dit ça, c'est une photo formidable. Et donc, j'ai pris la photo. Et je trouve qu'en plus, ce n'est pas racoleur, comme aurait pu l'être la photo traditionnelle avec une fille mini-jupe, préservatif à la main. Là, je trouvais ça vulgaire. Et finalement, non, une photo libre de droit sur Google, surtout pas. Non. Essayons de faire des choses un peu originales. Donc, rue des 40 euros, c'est le chemin qu'on appelait chemin Charrette, entre Pierrefonds et qui passe derrière le RSMA, Pierrefonds vers... C'est avant le RSMA, puis je crois, oui, ça mène à la Civis et au centre d'épuration et à la SPA. Alors il y a beaucoup de gens qui passent dans ce chemin. En ce moment, il y a des travaux énormes en plus. Il y a les concasseurs qui prennent plein de galets. Je ne sais pas si c'est pour emmener dans la route du littoral ou pas. Et puis des panneaux solaires en masse. Et puis les filles qui sont toujours là malgré tout. Oui. Alors elles sont dans la poussière toute la journée. Quand vous dites qu'il y a des filles qui sont là, elles font quoi là ? Elles sont prostituées. Elles se prostituent là tout le long de ce chemin Charrette, chemin des rue des 40 euros. Elles font le trottoir. Elles font le trottoir, mais sans trottoir. Hein, parce qu'il n'y a pas de trottoir, évidemment. Et donc, ce roman, qui est un roman qui va raconter donc ce que ces filles font, c'est un vrai plaidoyer sur le thème de la prostitution, parce qu'on a Isabelle et Valérie, ce sont nos deux protagonistes, deux prostituées, qui vont dire des vérités et qui vont nous parler de ce qu'elles vivent. Alors,
c'est deux histoires différentes, mais qui se prostituent à peu près pour les mêmes raisons, si j'ai bien compris. C'est une question de survie. Question de survie, oui. En même temps, dans leur cas, c'est pas les plus malheureuses, puisqu'elles pourraient faire autre chose, elles pourraient bénéficier du RSA, de plein de choses. Donc, qu'on a à La Réunion. Mais elles ont décidé de garder ce boulot-là, parce que finalement, ça leur permet de s'offrir une vie meilleure, et puis également d'éduquer leurs enfants. Beaucoup font ça pour ça. Parce que Valérie, à un moment, elle dit c'est grâce à la prostitution qu'elle a pu payer les études de ses enfants. Voilà. Alors, c'est pas un éloge en même temps de la prostitution, mais je ne veux pas, je disais tout à l'heure, qu'on considère, c'est un mal nécessaire. J'aime pas cette expression-là, parce que mal nécessaire, il y a de mots mal déjà dedans. Et on fait, on complexe encore plus les filles qui pratiquent ce métier, que c'est un métier, qu'on le veuille ou non, et on les complexe en leur disant, oui, mais même un client, par exemple, dans le bouquin, qui dit, mais une belle fille comme toi, tu pourrais pas faire autre chose. Oui. Et pourquoi? J'en ai vu qui préféraient faire ça que caissière de supermarché. Elle le dit d'ailleurs. Et caissière de supermarché, aide-soignante, les éboueurs, c'est des métiers qui sont en plus essentiels. D'accord. Donc peut-être que finalement, effectivement, c'est pas un mal, il n'y a pas à juger bien ou mal, mais par contre, est-ce que c'est essentiel ou pas? Ça, on peut en discuter. Oui. C'est exactement, parce que elles arrivent de deux origines différentes. Isabelle, c'est une fille malgache, donc qui complète ses fins du mois pour envoyer à ses parents pour aider sa famille. Et Valérie, c'est une blonde métropolitaine qui aussi se prostitue pour diverses raisons, parce qu'elle a eu une histoire difficile avec un mariage, ou un pré-mariage raté, et donc elle veut changer. Alors moi, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi la prostitution, ce fait social, c'est parti, c'est parti d'une voisine, disons, que j'ai rencontrée par hasard à l'époque dans la rue, qui était la rue de la prostitution avant, au centre-ville de Saint-Pierre, le petit boulevard de Saint-Pierre. Oui, exact. Et d'ailleurs, j'avais une amie, la famille Vauquelin, qui est bien connue à Saint-Pierre, Henri Vauquelin, qui habitait là et qui était pianiste. Et sa femme me disait, mais tu te rends compte, Alain, ça te fait rire, mais il y a plein de filles là, et quand les mères de famille viennent chercher leurs gamins au cours de piano de mon mari, elles se font harceler par des clients. Alors, elle a demandé au maire de Saint-Pierre de mettre un sens interdit, d'éviter. Et finalement, les filles qui étaient là ont déménagé. Alors, cette dame dont je te parlais, c'était une voisine dans la tour des Azalées. À l'époque, elle habitait. Et je l'ai rencontrée, donc je l'ai croisée à cet endroit-là. Et c'était un peu gênant, évidemment, mais on est devenus amis. Et puis elle m'a raconté un petit peu sa vie, son parcours, et puis la façon dont finalement elle exploitait à sa manière les hommes en faisant une prostitution vraiment choisie, qui lui permettait également d'éduquer son enfant. Et puis, elle exploitait de toutes les manières les hommes, puisque elle trouvait un petit vieux qui avait du fric, elle partait à Maurice avec lui, des trucs comme ça. Voilà donc où commence et où finit la prostitution. Déjà, je me suis posé cette question-là. Après, à Radio Sud Plus, où je fais de la radio depuis longtemps, on a eu une invitation plutôt pour une soirée. Une actrice porno de métropole était invitée par une actrice locale. Bon. Et alors, on a dit, on va rigoler, on va voir ça. On a interrogé la fille, et c'était quelqu'un, finalement, de très intelligent, de très posé. Et on s'est dit, finalement, c'est un milieu qui est pas si sordide qu'on le dit quelquefois, ou tout au moins pas toujours. Alors, ensuite, pareil, j'ai connu au fil de mes rencontres des gens, des filles comme ça, et j'ai dit, il y a de quoi faire un bouquin pour dénoncer, non pas la prostitution en tant que telle, mais l'hypocrisie de certains milieux. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'encourager la prostitution, mais il s'agit au moins de ne pas faire honte aux prostituées, parce que quel que soit leur motif, les filles, elles font ça parce que soit elles ne veulent pas faire autre chose, soit elles ne peuvent pas faire autre chose, mais c'est quand même à la fin, qu'on le veuille ou non, un choix. Et je ne parle pas, bien sûr, des réseaux, des choses horribles, de l'esclavage sexuel. Ça, c'est un autre problème qui n'est pas l'objet du livre. Oui, parce que là, dans le livre, il y a quand même plusieurs profils de femmes qui vont de l'étudiante à la femme, même les femmes mariées, même ceux qui sont déjà en ménage. Il y a beaucoup de profils de femmes quand même qui vont... occasionnellement. Y compris des créoles, parce qu'on peut dire, ah oui, mais c'est surtout des malgaches. Non, il y a de tout. Il y a de tout, c'est ça. D'ailleurs, je le dis au début du livre, mais c'est pas une enquête, j'aurais fait un essai autrement, mais je ne suis pas apte à faire un essai, je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas même policier. D'ailleurs,
J'ai surtout vu les filles elles-mêmes. Et en essayant, surtout des filles que je connaissais déjà bien, et dont je sais que même si certaines sont peut-être dans le déni, elles n'ont pas pu me mentir sur toute la ligne. Ben non. Donc on ne peut pas généraliser. Hein. Il y a toutes les nuances de gris, de blanc, de rose. Oui. Oui, à un D'accord, moment, donc- vous en parlez de ces nuances-là. Et Valérie, elle fait une différence entre vendre son corps et louer son corps. Et, Bah oui. et En elle fait- met l'accent dessus et elle insiste à un moment quand on l'interpelle. Puis il y a une femme qui les interpelle comme ça. Oui, et qui il y a leur des traite, mots, je disais les mots justement oui. qu'on utilise, quelquefois c'est grave. On fait honte aux prostituées, on utilise des mots même qui sont pas gentils du tout pour les clients, parce que les clients ont le droit d'être clients. Non, ils n'ont pas le droit. Légalement, c'est interdit depuis quelques années. Ça aussi, j'explique tout ça, mais les incohérences qu'il y a là-dessus. On Et va donc, juste- on parle Alors, quand... je vais juste préciser une chose. Ce n'est pas la prostitution qui est interdite. La loi condamne. La consommation. Non, je ne sais pas. Oui, la loi ne punit pas les prostituée. prostituées, mais punit le racolage. C'est-à-dire- et Ah, le c'est- racolage sur voie publique, c'est ça? Voilà. Ne Ok. pas- Et ne pas punit racoler. les clients Et pris en les flagrant clients, délit. normalement, sont condamnables si jamais ils sont arrêtés par la police, la gendarmerie. Sur le fait, c'est le client qui racole. Ah, d'accord. Ah oui. Donc Ah, ça, voilà, alors tout ça est très hypocrite et pendant ce temps-là, les réseaux, Mm. les gros proxénètes continuent à courir. Voilà. Et tout ça, ça vient, c'est marrant parce que quels que soient les régimes, qu'on soit de gauche ou de droite, la droite sous Sarkozy, comme c'est dit dans le livre, sous Sarkozy, on punissait les prostituées. Et quand Hollande est arrivé, la ministre, la déléguée aux droits des femmes de l'époque a dit « Oh, quand même, les pauvres, c'est pas de leur faute, il faut punir les clients. » Donc voilà, on ne punit plus Il les fallait prostituées. dissuader même. les hommes, Dissuader. d'aller voir les prostituées. Voilà. Mais j'ai revu un reportage sur Madame Claude il y a quelque temps, et encore une fois, et c'est vrai qu'elle, elle choisissait ses filles, elle essayait de mettre une forme de qualité, une forme d'honneur, d'honorabilité à ce qu'elle faisait. D'où la question qui se pose de nos jours, est-ce qu'il faut rétablir les maisons de plaisir Maisons closes. ou pas? Et là, les féministes sont divisées là-dessus. Ce qui est fabuleux, c'est que les féministes s'entretuent sur cette histoire de prostitution. Parce que tu as des femmes qui vont dire oui, mais on est libre de notre corps, on doit pouvoir, si on a envie de le louer, si on a envie de fournir des services sexuels, on doit avoir le droit de le faire, ce que disent d'ailleurs certaines prostituées régulièrement. Ben oui. Et puis il y en a d'autres qui disent mais non, c'est abaisser la femme que de se prostituer. Donc les deux sont opposés là-dessus. Encore une fois, il y a cette forme d'hypocrisie, elle est là. Quand on pose la question, faut-il rouvrir les maisons closes? La question, c'est que c'était une question d'hygiène. Plutôt que ce chemin rue 40 euros, au lieu d'avoir ces rapports sexuels dans les champs de Cannes ou dans les voitures, Dans des petites cabanes même. là, Oui. là il y avait les maisons closes, c'est quand même d'avoir un endroit propre, l'hygiène est mieux contrôlée, et c'est vrai que la question se pose toujours sur l'hygiène, à savoir où trouver un endroit propice pour être tranquille aussi. Oui, Nous, mais les- même cette histoire de maison close, c'était le 13 avril 1946 là, que la loi Marthe Richard donc ferme Pour fermer. Les maisons closes. Mais ces prostituées-là, même avant, quand elles étaient avant pour la guerre, les deux guerres, on a utilisé quand même Oui, leur... c'est vrai. Ouais. Donc on reste dans quand même une hypocrisie en disant ces maisons closes ont été utiles à un moment donné aussi pour avoir des renseignements et tout. Ouais, Mais c'est Pas seulement, très pas complexe. seulement là. Aujourd'hui, l'hypocrisie, elle est où? Tout le monde sait qu'il existe des réseaux sexuels. Oui. Mais ces réseaux-là concernent aussi les enfants. Oui, et là, c'est ignoble. Bah, c'est- Voilà. ouais. Mais, Donc- mais malheureusement, il y a aussi des gros oiseaux qui sont impliqués dedans des fois. Voilà, c'est pour Donc, ça que on ne va pas dévoiler le réseau pour ne pas impliquer les personnes qui vont consommer, entre guillemets, qui vont consommer ce produit sexuel, parce que pour avoir interrogé une fois un travesti qui me disait que allez, un tiers de ses clients, c'est les hommes mariés. Oh, ça fait beaucoup. Hein. Donc, voilà, le travesti se prostitue, parmi les clients, il y a
Il y a un salon. Il y a de tout. Ouais. D'ailleurs, les clients, bon, j'ai pas fait un livre sur les clients, que j'en ai rencontré très peu, hein. Parce qu'évidemment, ils sont discrets, les clients. Mais oui. ça m'est arrivé de discuter, en croisant un. Et il y en a qui sont très sympathiques. Alors, faut pas dire les clients sont tous des pervers. Ah non, c'est non, totalement faux. Tu as de tout. Tu passes dans la rue des 40 euros, oui, tu as le livreur de pizza, tu as une grosse camionnette. Il y en a un, il vient de temps en temps avec une grosse camionnette ou carrément une chambre à coucher. Il y a les filles, elles ont elles-mêmes leur voiture avec des petits rideaux. Mais tout est organisé. Et il y a plein de monde dans ces trucs qui passent, pas forcément pour aller donner un chien à la SPA. Hein. Non. J'imagine. Et donc, en parlant donc des clients, oui, il y a même Monsieur le maire dans ce roman. Oui, alors je ne dis pas X. lequel, hein, Oui. mais c'est authentique. Ouais. Et ça, c'est Jules Bénard qui m'en avait parlé à l'époque. Non, mais je ne dirai pas dans quelle commune, d'ailleurs je ne précise pas, mais il y avait quelqu'un qui est maire maintenant, mais qui était un habitué de la rue des 40 euros. Qui était un habitué. Et donc les policiers, par exemple municipaux, même maintenant, ne peuvent pas vraiment verbaliser, parce que moi les filles me disent qu'il y a même des policiers municipaux. Oui. C'est sûr que non, mais c'est pour ça qu'il y a une hypocrisie là-dessus, alors qu'on leur fiche la paix, moi je dis. Et par contre qu'on dénonce vraiment ceux qui exploitent leurs femmes en la mettant sur le trottoir, parce qu'il y en a aussi. Et on peut les trouver. Ouais. Ah oui. Et moi, quand j'ai lu cette partie-là avec Monsieur le maire et avec Léonus et ce qui va leur arriver, j'ai pensé un peu à, je ne sais pas si vous l'avez lu, le théâtre de Jean Genet, Le Balcon. À un moment, ils sont dans la maison close, alors que tout autour, tout le monde s'active et il y a Franco, il y a la libération, la guerre. Eux, ils sont dans leur maison close et ils se disent... Il faut que the show must go on. Il faut que le spectacle continue, quoi. Et donc, j'ai eu l'impression, avec l'affaire du maire, que tout autour s'activait, mais les filles, elles restaient sur leur muret, et puis elles étaient là, et elles attendaient... En fait, elles ne sont pas concernées directement. Enfin, elles sont concernées, mais on ne va pas raconter l'histoire. Non. Il y a une trame policière, en fait, un peu, on va dire, c'est un peu du San Antonio, mais avec un fond social quand même très important. D'ailleurs, j'allais dire Frédéric Dard aussi mettait un fonds social très important. Je disais l'autre jour sur Facebook, il ne faut pas mépriser San Antonio, Frédéric Dard. Ah, c'est pas de la grande littérature. Oui, mais il écrit trop rapidement, mais il écrit des choses sincères et justes. Des auteurs comme Stephen King également, c'est des vrais romans sociaux qu'ils font d'une certaine manière. À travers une trame policière, ils arrivent à décrire plein de choses. Et moi, je ne peux pas écrire sans qu'il y ait quelque chose qui reste dans l'esprit du lecteur après. Si c'est pour écrire un roman d'aventure, on le lit, allez, on le jette. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai envie de dire que rue des 40 euros, il y a dans toutes les villes. Là, évidemment, ça se passe à Saint-Pierre, mais dans toutes les villes de France, de Navarre, dans toutes les grandes métropoles, cette rue des 40 euros, elle existe. La prostitution, c'est quand même le plus vieux métier du monde, qu'on dit, et qui n'est pas prêt d'être éradiqué. Mais on met toujours l'accent sur le côté sordide ou racoleur. Voilà, et ça, c'est ce que je reproche aussi indirectement aux médias. Quand vous voyez un reportage à la télévision ou à la radio, c'est toujours des filles complètement perdues, malheureuses, qui regrettent « Oh là là, j'ai été exploitée ». Et puis, évidemment, aucune qui est contente ne va témoigner à la télé. Alors, tout ça... Si vous écoutez Madame Claude dans le reportage qui est aujourd'hui sur YouTube, vous serez surpris que elle, c'était vraiment son métier. Elle dégageait d'une fierté d'avoir fait quelque chose. C'est vrai que parmi les clients, il y avait à cette époque-là les ministres du gouvernement qui... Mais là, ça devient peut-être de la prostitution de luxe également, parce que, même pour le client, il faut quand même qu'il ait beaucoup de sous pour aller là. Hein. Tout à fait. Et oui, donc ça aussi, ça peut poser un problème, parce que, comme me l'ont dit des filles, mais si on n'était pas là, combien de viols il y aurait en plus également, hein? Ça, je suis d'accord. Donc, alors, il faut que le petit beau qui gagne seulement son RMI, il puisse également, voilà... Et juste pour conclure, parce que je vais devoir conclure, dans VSD, on racontait, c'est Mme Claude qui racontait ces histoires, il y avait un ministre qui faisait mettre du maïs sur un tapis et lui picorait les maïs. Ouh. Oula. De toute façon, dans tout, il faut mettre des nuances. Hein. Je te dis, ce bouquin, au départ, je craignais les réactions de certains, enfin, justement par provocation, dire c'est un scandale, comment peut-il dire ça ?
Moi, je n'ai fait que respecter ce Il y a des qu'on m'a dit vérités dans dedans. la rue. D'accord? Il y a des C'est du vérités. journalisme d'abord, de l'écriture ensuite, une compilation de tout ça à travers une petite trame policière. Moi, je ne prends pas parti ni pour l'une ni pour l'autre. Simplement, je mets de côté les gros réseaux. Ça, c'est pas de ça que je parle. Moi, je prends parti. Je dis qu'il faut arrêter ces préjugés-là. Ah, il faut arrêter. Voilà, c'est encore une femme qui me le dit, et ça fait déjà plusieurs femmes qui m'ont dit ça. Alors, je vous rappelle donc que le dernier ouvrage, donc Rue des 40 euros, d'Alain Bled, qui est donc maintenant dans les librairies, je suppose. Oui, partout. C'est Orphy, donc Orphy D'accord. est partout. C'est formidable avec Orphy. Je voulais quand même, si tu le permets... Allez-y. Oui, parce qu'il y a il y a une espèce de trilogie. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Ouais. Je peux la, C'est- la c'est- montrer Montrer la ici. présenter Non, comme non, ça. la Là, là, caméra là-bas. est là. Comme ça. Donnez, je montre. Voilà. Parce que rue des 40 euros, juste avant la rue des 40 euros, on a sorti avec Dominique Alors, donc, Gontier il y a l'enfant jeté. Alors l'enfant jeté, Démocratie oui, l'enfant jeté que et l'enfant jeté. Donc, Alors. avec... Dominique Gontier. Alors l'auteur, c'est l'enfant de l'enfant jeté, c'est Dominique Gontier. D'ailleurs, c'est avec toi que j'ai fait une interview il y a quelques semaines. Et donc, moi, j'ai servi de prête-plume. Mais c'est déjà quelque chose de social. Le roman La rue des 40 euros, c'est un roman social. Démocratie, mon roman maudit, alors si tu peux le remontrer juste une seconde, qui justement a été édité, faute d'éditeur local, en métropole, qui est sorti il y a 1 an, le jour du confinement, j'ai reçu les exemplaires. Donc ça a été catastrophique, j'en ai pas encore vendu beaucoup. Hein. J'ai dû avoir une cinquantaine d'exemplaires que j'ai réussi à caser, dont la moitié gratuit pour la presse et les amis. Et c'est très très dur parce que les librairies n'en veulent pas parce que j'ai pas de numéro de cigarette. Et donc c'est un livre difficile à vendre, C'est difficile. à part sur certains salons. Donc Démocratie, si vous le voyez en librairie, à Autrement ou à la Nouvelle Colombe au Tampon, et Autrement en Saint-Denis, n'hésitez pas parce que celui-là, j'ai vraiment besoin de pub. Alors les deux autres, ça marche. L'éclipse du temps, hein, on rappelle, d'Arnaud Jacou pour L'enfant jeté, et puis La rue des 40 euros, Orphy, comme les insectes super-héros. Voilà, donc... Merci à vous, merci Alain Bled, et merci à tous. et puis à bientôt. À bientôt. Le Libou, jusqu'à la prochaine sortie ou jusqu'à la prochaine histoire à raconter. Merci Alain Bled, merci Koussoum le Libou. Merci, On marque une pause, on se retrouve juste après. Ce livre, aujourd'hui, Ismaël Aboudou, il représente quoi? Qu'est-ce que vous avez mis comme message pour ceux qui vont le lire? Ceci est un ouvrage sur mon parcours de danseur qui est né à l'île de la Réunion. L'histoire de ce bouquin débute dans les années 70, dans ce petit département dans l'océan Indien. Et j'ai eu l'opportunité de devenir chorégraphe et aussi réussi à bâtir un centre culturel pluridisciplinaire qui existe depuis plus de 35 ans. Dans cet ouvrage, il retrace aussi mon parcours professionnel artistique afin de faire savoir à mes descendants et aussi les danseurs passionnés, tout le monde, le milieu d'où je viens. À savoir, c'est un milieu qui n'est pas du tout accessible à un jeune danseur noir qui arrive de l'île de la Réunion, pour pas dire de l'autre côté de l'Afrique. Et je voulais à travers ce bouquin aussi parler aussi de mon parcours. Et dans les années 90, j'ai commencé à rédiger, à prendre note de mes impressions, justement pour dire aux gens, je voulais aussi dans cet écrit vouloir répondre à plusieurs personnes qui me questionnaient et qui me questionnent toujours sur mon parcours atypique et mon environnement modeste. On va faire un petit portrait d'Ismaël Aboudou. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1961, Vous êtes né où? à Saint-Denis, l'île de la Réunion, rue des Limites. Quelles ont été vos études? Les études, je suis arrivé jusqu'à Master 1. Vous destinez à quel métier au moment des études? Au moment des études, mes parents voulaient que je devienne un électricien, mais voilà, l'art m'a rattrapé. À quel moment la danse est rentrée dans votre vie? Quand j'avais 15 ans, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé par quelle danse? À l'époque, disco, le funk, tout ce qui est danse, je dirais, populaire. À quel moment la danse est devenue une expression corporelle? Pour moi, au moment que j'ai compris que c'était
c'était quelque chose qui me rendait bien. Et c'est là que j'ai compris que la danse est rentrée en moi et que j'ai pu voir à travers mon image même hein, que j'étais à l'aise, j'étais libre dans mes expressions chorégraphiques, corporelles. Et c'est là que j'ai compris que la danse était quelque chose de bénéfique pour moi et pour les autres personnes plus tard, vraiment bien plus tard. Avec nos racines africaines, nos racines asiatiques, la danse est une expression d'abord de notre vie, j'allais dire de nos souffrances aussi. Aujourd'hui, est-ce que, à travers le Maloya, parce que le Maloya est sans doute la danse qui l'exprime le mieux, comment la danse exprime, j'allais dire, l'identité rayonnaise? La danse, comme moi, comme j'arrête pas de le dire, c'est que quand on regarde le Maloya, vous parlez de Maloya, le Maloya, on sait d'où ça vient, et c'est pour cela l'expression pour moi, partir de la terre, pour ramener au grand public, au grand jour, je me suis enraciné de cette danse qui vient de la terre. Et donc, comme j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, la musique Maloya est en train de prendre. En général, quand ça marche toujours pair. C'est que quand il y a la musique Maloya, il doit aussi la danse qui doit suivre. Je pense que la danse a une grande place à travers cette musique aujourd'hui. Il faut savoir aussi que quand je parle de valeurs traditionnelles, pour moi, le Maloya parle aussi de valeurs traditionnelles. Ça veut dire l'écoute des parents, l'écoute des enseignants, l'écoute de l'aîné. Et surtout, le valeur traditionnelle, c'est ça aussi qui rentre en jeu dans cette danse et dans cette musique qui demande justement à trouver un chemin pour qu'on puisse nous faire connaître dans l'international. C'est vrai que ça reste encore, pour moi, ça reste encore un petit peu très régional et national. Ça peut encore aller plus loin, mais il faut que la danse à côté prenne possession de cette musique Maloya. On parle de racines, on parle bien sûr des arbres, on parle également de ce qu'on peut voir, par exemple, comme danse au Sénégal, qui ressemble un petit peu au Maloya, les racines africaines. C'est ça qui manque aujourd'hui à La Réunion pour construire une vraie identité. C'est que, de par le fait que le peuplement est lié à un certain nombre d'apports à La Réunion, que ce soit de la Chine, de l'Asie, de l'Inde, que ce soit d'Afrique, c'est ça qui nous manque, c'est d'avoir des racines plus solides, des racines plus communes aussi. Bien sûr, comme vous parlez de l'Afrique, par exemple, quand on est au Sénégal, il y a le sabar. En Guinée, vous avez la danse de Guinée. Et en Côte d'Ivoire, vous avez plusieurs danses. Quand vous regardez dans le Brésil, vous avez tout ce qui est le rythme Kodamblé, Orisha, Yamaya, Yemeja, la danse de la mer, Shango. Et puis quand on regarde aussi en Haïti, tout ça, c'est une danse qui arrive de leur culture. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à notre île de la Réunion, c'est vraiment de prendre quelque chose qu'on connaît déjà, c'est le Maloya, qu'on travaille davantage là-dessus pour ne pas perdre justement ses racines et son identité. À savoir aussi, il y a des apports aussi extérieurs qui viennent en jeu, parce que bon, c'est clair qu'on est dans un monde qui est ouvert, on est dans un monde international, il faut prendre aussi les apports de l'extérieur. Aujourd'hui, on ne veut pas justement lisser notre expression à travers des danses qui viennent d'ailleurs, que nous-mêmes, on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, moi, j'estime encore une fois, quand on regarde la danse noire, que ce soit la danse jazz, la danse des claquettes, le charleston, le blues, tout ça, ce sont des danses qui nous font rappeler le Maloya. Donc on a quelque chose de très très fort ici. Il faut juste utiliser aujourd'hui, mon expression, c'est l'expression de la danse de la terre, la danse qui arrive de l'esclavage, de la colonisation, de la départementalisation, tout ça, pour moi, ça me parle, la danse noire. Donc aujourd'hui, j'exerce mon expression, c'est le jazz, les claquettes, le charleston, tout ce qui a un rapport avec notre racine. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et moi, je suis un fervent défenseur de la culture noire à travers le Maloya, et je veux que quelque part on arrive à comprendre ça. Si on n'a pas notre sol, comme on dit, notre âme, notre racine, on n'utilise pas notre ancrage, on va être perdu parmi les autres nations. Et c'est la question qui va sans doute faire un petit peu la transition. Connaître la
la danse venue des pays d'Afrique, c'est aussi un petit peu se révéler à son identité réunionnaise. Of course, bien sûr que comme je parle très souvent, c'est que la Réunion, on est vraiment vers le bas, on est vers l'Afrique. Je pense qu'il y a quelque chose de quelque chose de fort parce on a ces racines africaines sous nos pieds. On a aussi ces racines indiennes, chinoises, Europe, tout ça. Donc il faut quelque part l'utiliser. Mais voilà, pour répondre à votre question, et c'est évident qu'on doit nous accaparer de notre identité à travers cette danse, pour la danse Maloya, la musique Maloya, pensée Maloya. Et c'est ça qui fera qu'on grandira. Aujourd'hui, le Maloya est rentré dans l'UNESCO. Mais vous voyez que c'est que la musique, en général, ça suit aussi avec la danse, comme toute la musique jazz de Parker ou de Louis Armstrong ou je dirais, de Miles Davis, c'est toujours accompagné d'une danse qui s'appelle la danse jazz. Quand on regardait la musique tendance européenne, ils sont accompagnés de la danse contemporaine. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi notre musique ne peut pas se marier avec la danse Maloya. À travers cette danse Maloya, c'est que c'est une danse qui peut émerger et qui peut sortir des mouvements, je dirais, inédits, innovants. Ce livre retrace un petit peu tout ce que vous venez de dire. Ce livre, justement, retrace tout ce que je veux dire, c'est que retrace ma vie, mon parcours de danseur, retrace aussi mon parcours artistique, retrace aussi toutes mes déboires, se battre contre les obstacles administratifs, les obstacles financiers, les obstacles ignorants des gens qui prennent encore des propos racistes, se battre aussi contre tout la négligence, les mauvaises habitudes, se battre aussi contre la peur, l'angoisse. Ce livre parle de ça. Mon traversée depuis 1970, voilà, cette histoire démarre, comme je vous ai dit au départ, dans les années 70 jusqu'à dans les années 90 pour expliquer ce parcours qui n'était pas quelque chose de simple. Ce n'est pas une conte de fées, c'est une réalité. Et dans ce livre, vous allez retrouver tout ce moment passé à l'étranger, voilà, des heures de travail, comme dit l'autre, le génie, il a 10% pour lui et 90% sur le travail. Repeat, répéter. C'est ça qu'on fait dans la danse et c'est ça aussi qui forge aussi un homme à travers cette expression danser.